Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je suis Arnaud Sabatier, responsable des affaires médicales chez Nestlé Health Science et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle thématique, donc sur la dysphagie et dénutrition, quelle prise en charge nutritionnelle. Et pour animer ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir Gaëlle Soriano qui est avec nous, une experte vraiment du sujet. Elle est diététicienne et docteur en épidémiologie au CHU de Toulouse. Juste avant de laisser la parole à Gaël, il y aura une session de questions-réponses à la fin de sa présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et vous pouvez également mettre la présentation en plein écran pour plus de visibilité. Gaël, je te laisse la parole et à tout à l'heure pour les questions de présentation. Merci beaucoup Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Alors, je vous remercie de m'avoir invité à parler de ce sujet effectivement qui m'est cher, sur la dénutrition et la dysphagie et savoir comment est-ce qu'on peut améliorer, optimiser la prise en charge nutritionnelle. Euh, je commencerai d'abord par quelques rappels sur l'importance des troubles de la déglutition et notamment par leur fréquence. C'est une pathologie qui est assez prévalente. D'après les études, on estime que 8% de la population mondiale serait affectée par des troubles de la déglutition. À titre d'exemple, c'est plus que la prévalence du diabète en France. Donc, ça vous donne déjà une idée de l'importance de cette pathologie qui pourtant n'est pas toujours bien connue, si ce n'est par les experts, notamment dans le monde de la nutrition ou des établissements de santé. Cette prévalence, bien sûr, elle est beaucoup plus importante dans les établissements tels que les hôpitaux. On estime qu'un tiers des patients ont des troubles de la déglutition. Dans les SMR, en rééducation, on serait sur près de 42% des patients et enfin 50%, donc un patient sur deux dans les EHPAD. Alors, ça ne veut pas dire que les troubles de la déglutition sont forcément sévères ou nécessitent des adaptations très importantes, mais c'est quand même pour se donner une idée de ces endroits où on trouve les patients qui ont des troubles de la déglutition et par rapport au fait aussi que c'est une problématique finalement à laquelle on est très souvent confronté et pas toujours formé, notamment en tant que professionnel de santé. Ce sont des moyennes par établissement, ce qui est important, je pense aussi à dire, que c'est très variable selon les pathologies. Dans les pathologies cancéreuses, notamment cancer ORL, alors que ce soit avant, pendant, au cours des traitements chirurgicaux, radiothérapie, ou après les traitements, peuvent exister et peuvent persister des troubles de la déglutition. On en retrouve aussi beaucoup dans les AVC, alors beaucoup dans le post-AVC immédiat, qui toucherait jusqu'à 60% des patients, qui vont en décroissant et on retrouverait des troubles de la déglutition chez 10% des patients à distance de l'AVC. Vous avez également toutes les maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson, la SLA, la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, il y en a d'autres encore. La prévalence, elle est assez variable, mais elle va en augmentant aussi avec l'avancée de la pathologie, parfois jusqu'à toucher la majorité des patients qui ont ces pathologies neurodégénératives. Et enfin, une autre pathologie qui est aussi assez présente, et notamment dans tous les établissements qui accueillent des personnes en statut de handicap, ce sont les paralysies cérébrales, les anoxies néonatales, où les troubles d'addiction affecteraient jusqu'à la moitié de la population. Alors, cela justifie aussi l'importance de se préoccuper des troubles de la déglutition assez tôt, avec d'abord un repérage ou un dépistage. Alors, je vous donne ces éléments contextuels aussi pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la prise en charge de ces personnes. Donc, de ne pas attendre que les complications arrivent, l'important, c'est d'essayer d'agir au plus tôt pour pouvoir prendre en charge les troubles de la déglutition pour au mieux les prévenir ou en tout cas prévenir les complications. Avoir un repérage, ça veut dire aller observer des signes qui pourraient nous faire évoquer des troubles de la déglutition. Alors, typiquement, c'est quand on fait des entretiens diététiques avec un patient qui s'alimente difficilement ou un soignant qui est proche du repas et qui se rend compte qu'il y a certains signes où le patient a des difficultés à avaler, où il est long à manger, où il peut y avoir des toux lors du repas. Euh, J'attirerai aussi votre attention sur le fait qu'il faut être aussi vigilant sur l'interprétation et la fiabilité de ces signes. Il y a parfois des patients qui peuvent avoir des troubles d'addiction qui sont sévères et pourtant très peu de signes sont visibles, notamment au moment du repas. On s'en rendra un peu plus compte par rapport à l'état nutritionnel ou par rapport à l'état pulmonaire.
De même qu'un patient peut tousser et pourtant, ça ne veut pas forcément dire qu'il fera une fausse route parce que sa toux peut être protectrice. Voilà, donc savoir repérer ces signes, c'est un premier élément. Et ensuite, il faut aussi pouvoir les interpréter avec tout un faisceau de symptômes et l'histoire médicale du patient. L'autre possibilité également, c'est d'avoir un dépistage. Alors, quand on dit dépistage, contrairement au repérage, c'est que le dépistage, c'est quelque chose de protocolisé. Vous utilisez un test, un outil, qui est standardisé et qui est, dans l'idéal, validé pour pouvoir attester qu'il peut y avoir une suspicion de troubles de la déglutition. Vous retrouvez par exemple des dépistages type questionnaire, comme le HIT10, le HIT10. Vous avez aussi des dépistages avec des tests alimentaires ou des tests à l'eau, comme le test de Pipo, qui est un des plus anciens, des plus connus, où on fait avaler un verre d'eau au patient. Donc, à ce stade-là, repérage qui peut amener au dépistage ou le dépistage dès l'entrée en institution, par exemple, va pouvoir nous faire dire que peut-être ce patient a des troubles de la déglutition. Pour autant, ça ne sera peut-être pas suffisant pour pouvoir savoir comment les prendre en charge. À passer cette première étape, il faudra essayer de mettre en place une évaluation un peu plus spécifique, un peu plus compréhensive pour analyser les signes des troubles de la déglutition, pour analyser aussi le contexte dans lequel ils interviennent. Et ça va pouvoir nous donner des éléments de réflexion pour savoir si c'est un problème d'efficacité de la déglutition ou de sécurité de la déglutition. Ce sont des termes que je vais reprendre tout à l'heure pour essayer de vous les expliquer parce que ça va aussi nous permettre de donner des éléments de vers quoi on va aller pour la prise en charge. Ces évaluations, elles sont spécifiques en fait par rapport aux différents métiers qui gravitent dans les établissements de santé, dans les établissements médico-sociaux, avec l'orthophoniste, avec le diététicien, l'ergothérapeute, le kiné, puis il y a aussi les infirmiers, les aides-soignants. Voilà, chacun a ses compétences professionnelles et on n'a peut-être pas à disposition tous ces professionnels réunis, mais l'important c'est d'essayer de cibler les professionnels qui vont être le plus importants pour le patient et de les solliciter. Une étape pour savoir le diagnostic des troubles à déglutition, est-ce qu'ils sont importants? Quel est le mécanisme physiopathologique? Est-ce que ces troubles vont entraîner des complications? Et ce que l'on va proposer pour adapter l'alimentation, est-ce que ça va être efficace? Ça va être accessible avec des examens de référence type vidéoradioscopie ou nasofibroscopie. Alors, ces éléments-là, on sait qu'ils ne sont pas accessibles à tous les patients. D'une part, parce qu'il n'y a pas une bonne couverture nationale de ces examens d'imagerie, qui dépendent souvent des services d'ORL avec des médecins phoniatres ou d'autres types de spécialités médicales. Et puis, d'autre part, tous les patients ne peuvent pas se déplacer, je pense notamment aux patients en EHPAD, pour avoir accès à ces examens diagnostiques. Donc, parfois, on sera simplement sur des évaluations qui vont nous amener à adapter l'alimentation et d'autres éléments autour. Euh, une question qui existe souvent, c'est bon, mais quand on a des troubles de déglutition, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est recommandé dans cette prise en charge nutritionnelle? Alors, malheureusement, il existe finalement peu de recommandations nationales ou peu de recommandations internationales. Je vous en donne quelques-unes pour des éléments de réflexion. Vous avez d'abord l'ESPEN, alors qui a édité des recommandations propres à certaines pathologies, des recommandations sur la gériatrie, des recommandations aussi sur les maladies neurologiques. Donc voilà ce qu'ils disent. Les personnes âgées souffrant de dénutrition ou à risque, qui présentent des signes de dysphagie ou des problèmes de mastication, doivent se voir proposer des aliments enrichis à texture modifiée comme stratégie compensatoire. Donc ça, on insiste déjà sur le terme qu'il faut avoir une alimentation enrichie, donc qui soit adaptée sur le plan calorique, protéique. À texture modifiée, on pourra aussi le rediscuter pour préciser un petit peu ce que c'est que la texture modifiée. Mais voilà les recommandations qui ont été faites par l'ESPEN au niveau européen. Vous avez aussi cette société ESSD qui est une société importante parce qu'elle est spécialisée dans les troubles de la déglutition. Elle va un petit peu plus loin dans les adaptations. Elle recommande pour les complications nutritionnelles chez ces patients d'évaluer l'efficacité et la sécurité de la déglutition pour décider de la voie à suivre, à fournir un soutien nutritionnel spécialisé, oral, entéral ou mixte. Donc là, vous revenez aussi avec ces notions d'efficacité et de sécurité qu'il faut essayer d'appréhender chez le patient pour décider de quelle est la meilleure piste à suivre. La recommandation aussi est sur la prise en charge alimentaire d'avoir une proposition d'aliments sûrs
attractif et suffisant sur le plan nutrition et sur le plan hydratation. C'est important d'avoir mis tout ça sur un même plan, c'est-à-dire que certes, on veut avoir une certaine alimentation, hydratation sécuritaire, mais pas non plus au détriment de l'attractivité ou que ce soit suffisant pour le patient. Et ça, on a bien conscience que c'est parfois un enjeu assez difficile à choisir quelle est la meilleure alimentation acceptable pour le patient sans le mettre en danger pour autant. Il donne aussi l'indication que la terminologie de ces adaptations doivent être cohérentes pour améliorer la sécurité. Donc ça, de ces constats-là sont nées les propositions de l'ITSI, dont on reparlera tout à l'heure, pour standardiser un petit peu les dénominations de ces textures. Et ensuite, une variété d'aliments qui doit être proposée et fournie aux patients pour favoriser le plaisir et encourager la consommation. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'interdire ou d'exclure tous les aliments, mais savoir comment est-ce qu'on doit aussi les adapter pour le patient qui garde une variété alimentaire la plus importante possible. En dernier, je vous représente aussi les recommandations éditées par l'AFDN et la SFNCM en 2019. Ces recommandations ont porté sur l'alimentation standard et l'alimentation thérapeutique pour donner les recommandations de bonnes pratiques dans les établissements de santé. Et donc, il y a une recommandation aussi qui faisait référence aux adaptations de texture qui étaient établies selon les recommandations internationales de l'ITSI dont je vous parlais tout à l'heure, donc International Dysphagia Diet Standardization Initiative, qui sont un petit peu notre guidelines pour pouvoir repérer les différentes déclinaisons d'adaptation d'aliments et de boissons également, dont on reparlera à la fin de ce webinaire. Ça va pas beaucoup plus loin pour les recommandations et souvent, ça laisse un peu les gens sur leur faim. C'est concrètement qu'est-ce qu'on va donner aux patients comme alimentation et comme hydratation. La déglutition, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Donc, cette complexité, effectivement, elle se retrouve au niveau des troubles de la déglutition. J'essaye de schématiser pour vous donner quelques éléments aussi analytiques, en fait, pour savoir comment choisir l'alimentation la plus adaptée. On n'y a pas un trouble de la déglutition, on va considérer en fait qu'il y en a plusieurs. Et notamment, il y a des grands mécanismes physiopathologiques, donc il y a des types de troubles de la déglutition. On aura tendance à parler de défaut des protections des voies aériennes, alors qu'on peut souvent entendre par fausse route, hein, donc ces aliments, ces boissons qui peuvent être inhalés. Ça, c'est quelque chose que l'on associe beaucoup aux troubles de la déglutition. D'ailleurs, j'entends souvent qu'on emploie l'un à la place de l'autre. Donc la fausse route, c'est quelque chose qui va affecter donc cette sécurité de la déglutition, c'est-à-dire que le patient, s'il inhale une certaine partie du bol alimentaire, effectivement, ça va aller dans les poumons et s'il ne s'est pas dégagé, le risque c'est d'avoir des complications pulmonaires. On oublie souvent un autre mécanisme physiopathologique des troubles de la déglutition, c'est celui des stases en fait. Donc, ils sont associés à un défaut de transport des aliments. Le patient va avoir des difficultés à propulser le bol alimentaire dans la bouche, dans le pharynx, dans l'œsophage, ce qui va entraîner en fait un bol alimentaire qui va être beaucoup plus lent, voire parfois qui va rester, qui va stagner. Et ça, ce qui se passe, c'est qu'on va parler de défaut d'efficacité de la déglutition parce que le patient va faire beaucoup d'efforts pour avaler, va manger plus lentement et parfois va s'épuiser en fait et ne pourra pas s'alimenter assez. Donc, on dit que la déglutition, elle n'est plus assez efficace. Et chez un même patient, peuvent coexister les deux, défaut de protection des voies aériennes et défaut de transport des aliments. Mais ça ne sera pas la même prise en charge derrière. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de distinguer un petit peu ces types de troubles. Le troisième mécanisme physiopathologique peut être aussi celui des mécanismes d'expulsion. Ça peut nous arriver à tous de faire des fausses routes, mais on a une toux qui, a priori, est protectrice et nous permet de se dégager, de faire remonter les aliments, les boissons, etc. Chez certains patients, et même un grand nombre de patients, cette toux, elle n'est pas toujours efficace, en fait. Soit elle est absente, le patient ne sent plus quand il fait des fausses routes ou quand il a des stases, soit elle n'est pas suffisante. Et ça peut expliquer aussi que parfois, s'il y a des stases et que le patient n'a pas réussi à se dégager, eh bien, ces stases peuvent s'accumuler, regorger et aboutir à des fausses routes. Donc, c'est ça aussi le troisième mécanisme qui va essayer d'être important d'appréhender. Est-ce que le patient est capable de tousser et de se protéger ou pas? Les complications sont différentes selon qu'il y a des stases alimentaires ou selon qu'il y ait des fausses routes. Et comme je vous disais, les deux peuvent être associés.
Dans les cas des fausses routes, on va observer comme conséquence des inhalations, en fait. Ça peut être des micro-inhalations, au sens où c'est une toute petite partie du bol alimentaire qui peut-être en soi, si ça arrive une fois ou deux fois, n'est pas dangereuse, mais si elle s'accumule de façon quotidienne et à chaque repas, ça risque d'entraîner des pneumopathies d'inhalation. Euh, ça toucherait, alors selon la littérature et puis selon les pathologies, et entre 2 et 20% des patients qui font des pneumopathies d'inhalation quand ils ont ces troubles-là. Ce qui peut se passer aussi, c'est l'enclavement. Alors là, ce serait un morceau qui soit suffisamment gros en fait pour bloquer la respiration, pour être coincé dans la trachée, où le risque en fait il est vital puisque le patient, s'il n'arrive pas à se dégager ou qu'un aidant n'arrive pas à le dégager, qu'il arrête de respirer et qu'il décède. C'est une réalité qui va concerner à peu près 2500, on considère qu'il y a 2500 décès par an liés à des fausses routes d'après le bulletin BEH. J'attire votre attention sur le fait que tous ces patients n'avaient pas forcément des troubles de la déglutition. La fausse route, elle peut être assez accidentelle aussi, en riant, en étant distrait lors de l'alimentation, etc. Donc, les complications pulmonaires existent, mais finalement, elles ne sont pas les plus fréquentes par rapport aux complications nutritionnelles, qui, elles, sont plus liées à des stases alimentaires. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les gens qui ont des stases alimentaires vont avoir des difficultés à s'alimenter, vont avoir un repas qui va s'allonger, et donc, souvent, ils vont aller enlever les aliments qui sont les plus difficiles, le pain, la viande, les crudités qui leur demandent trop de temps, ou en fait, ils vont pas finir les quantités qui sont servies dans les assiettes, ou ils vont sauter l'entrée et puis un des deux desserts. Voilà, on observe petit à petit une diminution des apports alimentaires qui, si elle n'est pas compensée, va entraîner des complications nutritionnelles. Une étude alors qui était faite lors d'une hospitalisation montrait que les apports caloriques moyens des personnes qui avaient une texture modifiée étaient inférieurs à 1200 calories, donc de façon très insuffisante pour couvrir les besoins nutritionnels, quel que soit le type de patient. Et là aussi, c'était dans le cadre de l'hospitalisation, 50% des patients étaient dénutris quand ils avaient aussi des troubles de la déglutition. Donc ça vous montre bien l'importance de cette problématique aussi d'apport alimentaire insuffisant, qui est d'autant plus problématique aussi qu'un patient dénutri, on le sait bien, va avoir une fonte de la masse musculaire, une sarcopénie. Et il faut bien penser que cette masse musculaire est tout à fait importante pour la déglutition, parce que ce sont les muscles de la déglutition qui vont être affectés aussi en cas de nutrition. Et donc, un patient dénutri va majorer ses troubles de la déglutition probablement parce qu'il va perdre aussi sa force de déglutition. D'où l'importance, encore une fois, d'intervenir très tôt pour cette population-là, avant qu'il puisse rentrer dans ce cercle vicieux auquel il va être très difficile de l'en sortir. Et donc, la prise en charge nutritionnelle, en fait, elle va s'axer sur ces trois enjeux-là. Je reprends la phrase de l'ESSD. Il faut que l'alimentation elle soit suffisante, que le patient puisse manger et boire suffisamment pour éviter ou pour traiter la dénutrition et la déshydratation. On parle, je pense, pas toujours suffisamment de la déshydratation, mais c'est une vraie problématique chez les patients qui s'hydratent très peu. Le second enjeu va être aussi d'avoir une alimentation qui soit sécuritaire, que le patient puisse manger et boire en toute sécurité. Donc éviter l'alimentation qui soit inadaptée par rapport à ses capacités, mais en même temps qu'elle soit pas trop simplifiée, parce que ce que l'on observe aussi beaucoup par crainte des fausses routes, c'est que le patient ou surtout l'entourage, les soignants, vont vouloir, pensant bien faire, sursécuriser l'alimentation en adaptant de façon assez systématique parfois une alimentation mixée, des liquides très épaissis, et vous allez voir, c'est pas toujours la bonne solution en fait pour ce patient. Le troisième enjeu, encore une fois, c'est sur le même plan que les premiers, c'est que le patient il puisse garder plaisir à manger. Éviter tout ce qui va être perte d'appétit parce que justement le repas devient trop compliqué pour lui. Il peut avoir des appréhensions aussi à s'étouffer. Il peut s'épuiser en passant trop de temps à manger, donc c'est pas forcément très rentable en fait sur le plan calorique. Et puis aussi garder le plaisir à préparer, ne serait-ce que pour les cuisiniers ou les aidants aussi, où on a l'impression quand même de servir un vrai repas au patient. Ça va être quelque chose d'important. Et donc, notre prise en charge, elle doit vraiment peser les avantages et les inconvénients de toutes les adaptations alimentaires pour que ça puisse trouver le meilleur compromis entre ces trois enjeux-là. Et sur le plan opérationnel, les moyens de la prise en charge pour adapter le repas, ça va être de travailler sur 4 principales dimensions.
Bien sûr, on passe beaucoup de temps à réfléchir à l'adaptation du consistance des repas, notamment en déclinant l'alimentation. Alors, on reparlera de la nomenclature ici juste après. Parfois aussi, mais de façon indépendante, la viscosité des boissons, avoir des liquides qui vont être plus épaissis pour ralentir leur vitesse d'écoulement. Parfois, des liquides stimulants pourront aussi pouvoir avoir un intérêt chez certains patients. Donc ça, voilà, c'est selon les adaptations des boissons, les adaptations des aliments. C'est une des premières phases, mais ne pas oublier aussi par rapport au risque de dénutrition de ces patients, c'est que le travail doit être très important aussi sur la prise en charge vraiment, on va dire, nutritionnelle et pas que texture, sur tout faire pour essayer de réduire ce volume du repas, éviter que le patient en fait passe trop de temps. Alors on a souvent nous un seuil critique, mais qu'on pourra rediscuter parce que c'est à adapter, mais de 40 minutes. En tout cas, si le temps de repas il est plus long que d'habitude et qu'il est plus fatigant, on sait que c'est là qu'il y aura le plus de stase, on sait que c'est là aussi qu'il va y avoir le plus de force route. Donc essayez aussi voilà, de faire en sorte que le repas finalement soit petit et adapté au patient. Et donc, pour compenser ça, on va travailler sur, d'une part, un fractionnement, donc de consommer plusieurs fois dans la journée, ça peut être un fractionnement. Un autre fractionnement possible aussi, finalement, ça peut être au sein même du repas, où finalement, on va proposer une entrée, on va laisser un peu de temps au patient se reposer de 5-10 minutes avant de passer au plat principal, et idem entre le plat et le dessert, par exemple. Ça aussi, ça peut être une solution pour certains patients. Et pour compenser le volume du repas, ce que l'on connaît aussi bien, c'est de travailler sur l'apport nutritionnel, tout faire pour essayer que le repas soit plus petit, mais soit le plus riche possible. Et donc ça, c'est les techniques de densité nutritionnelle que l'on va augmenter avec l'enrichissement des repas, avec parfois, quand c'est nécessaire, la prescription de suppléments nutritionnels oraux, voire parfois la nutrition entérale en cas d'échec de ces premières solutions. Donc un élément pour revenir un peu sur ces quatre dimensions, l'alimentation, quand elle doit être adaptée au niveau des textures, en fait. Alors, comment on va changer de texture? Je ne peux pas vous donner voilà, un guide qui va marcher pour tous les cas, pour tous les patients. Ça n'existe pas dans la littérature. Il faut le réfléchir, en fait, de quelle alimentation doit pouvoir bénéficier le patient. D'une part, alors pour les patients, notamment dans le cadre des maladies neurodégénératives ou chez les personnes âgées, vous allez voir comment le patient s'alimentait jusqu'à présent. Euh, un recueil alimentaire au préalable va nous permettre de préciser quels étaient les apports nutritionnels de ces patients, est-ce qu'il arrivait à s'alimenter assez ou pas, quelle était sa texture spontanée, est-ce qu'il avait tendance à écraser, à couper petit, à ajouter des sauces aussi pour lubrifier le bol alimentaire, par exemple. Essayer de discuter avec lui ou avec l'aidant des difficultés qui avaient été observées jusqu'à présent ou que lui exprime. Attention parce que parfois les patients se sont finalement beaucoup habitués à ces difficultés et ne pensent pas forcément à vous les verbaliser. Et donc parfois ils vous diront qu'ils n'aiment plus, mais il faut peut-être aller chercher le pourquoi est-ce qu'ils ne mangent plus tel ou tel type d'aliments, pourquoi est-ce qu'il y a eu des exclusions alimentaires. Ça peut être aussi, notamment quand la personne n'a pas la capacité cognitive à ressentir ces difficultés, d'aller observer le repas. Ça, c'est vraiment quelque chose, un élément très important pour ces patients-là, de se rendre compte, alors par un soignant par exemple, ou par l'aidant, voilà, d'aller voir comment le repas se déroule. Et un item aussi important quand on recueille les apports alimentaires, c'est la durée de repas, combien de temps le patient se met à manger par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, et surtout est-ce que ce temps est augmenté par rapport à ses habitudes. Donc, ce recueil alimentaire va nous permettre aussi d'apporter des éléments. L'observation de repas permettra de compléter aussi le recueil alimentaire qu'on a pu faire. Aller recueillir aussi les antécédents, notamment spécifiques à la déglutition. Est-ce que le patient il a déjà un état pulmonaire altéré ou un état général qui fait qu'on va savoir qu'il va avoir des difficultés à s'alimenter? Quel est son état cognitif? C'est important pour essayer de voir est-ce que le patient de lui-même il est en capacité, lui, de prendre certaines précautions quand il s'alimente, ou il n'aura pas du tout la possibilité d'adapter lui-même ses apports alimentaires. Et au contraire, il y a un comportement alimentaire qui va être tout à fait inadéquat, qui peut nous faire dire qu'il faut peut-être un peu plus sécuriser pour lui l'alimentation parce que lui ne le fera pas pour lui-même. Est-ce qu'il y a aussi déjà eu des enclavements finalement? Si le patient, par exemple, s'alimente encore avec des morceaux, est-ce qu'il s'est vraiment déjà étouffé? Parce que ça nous donnera aussi des éléments un petit peu sur le choix sécuritaire à avoir avec lui. À retenir aussi, parce que ce n'est jamais simple de pouvoir décider dans un sens ou dans un autre d'adapter une alimentation, une texture alimentaire,
c'est de ne pas être seul. Essayer au maximum aussi, on a tous nos compétences professionnelles, bien d'en rediscuter avec le médecin pour savoir quel est le risque chez cette personne-là, avec l'aide-soignante qui est là au plus près souvent du patient et qui va avoir une observation aussi beaucoup plus fine de ses difficultés avec les professionnels dont on dispose, hein, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, etc., pour avoir, alors même si elle n'est pas avec tous ces intervenants, mais au moins une décision collégiale, d'ailleurs dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'il faut adapter l'alimentation en passant sur une alimentation, on va dire, un peu plus facile, un peu plus simple, voilà, ou réélargir, on va dire, l'alimentation après un moment donné. Parce qu'on sait bien que quand on a passé, par exemple, à une alimentation mixée, on aura toujours très peur de revenir en arrière et de renormaliser l'alimentation. Donc, il faut éviter de le faire de façon itérative sans réfléchir. En structure, ça va être important aussi de faire prescrire cette adaptation alimentaire pour que tout le monde puisse s'y référer et tout le monde puisse la respecter. Ça, je pense beaucoup aux adaptations d'aliments, mais aussi aux boissons, pour que les choses soient vraiment écrites noir sur blanc et qu'il n'y ait pas un peu voilà, n'importe qui donne n'importe quoi aux patients qui peut entraîner un certain danger, quoi, et surtout pas de cohérence dans la prise en charge. On peut se tromper. Peut-être que les adaptations que vous aurez choisies, elles ne seront pas suffisantes. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de suivre l'efficacité de ce qui a été mis en place. Est-ce que finalement, ça a aidé le patient d'adapter l'alimentation ou est-ce qu'il s'alimente moins? Et alors à ce moment-là, il faut aussi le réfléchir un peu différemment. Voilà, donc l'adaptation peut être réussie ou pas, et puis l'évolution de la pathologie peut faire qu'il y a besoin parfois de ré-questionner la situation. Donc ça, c'est vraiment très important chez ces patients à continuer à suivre. Un élément aussi, quand on constate qu'il peut y avoir des adaptations, alors qu'on pense sécuritaire, ce que je vois souvent, c'est une alimentation mixée, des liquides épaissis, voire très épaissis. Alors, parfois, ça répond aussi à beaucoup d'appréhension de la part des soignants, notamment quand il y a eu un vécu d'une fausse route par enclavement avec des décès. Ça peut être des choses qui sont traumatisantes pour des services. Et donc, la première, parfois, des réactions, ça va être de dire, ah, vite, il faut qu'on arrête cet aliment-là, ou voilà, il faut tout mixer, et sans avoir conscience de ce que c'est qu'un trouble de la déglutition. Donc, pensez aussi auprès de vos collègues à rediscuter de ça, à quoi ça sert de mixer. Pensez que aussi les alimentations en purée, ben, elles peuvent être inhalées, hein. On peut faire des fausses routes avec un yaourt, on peut faire des fausses routes avec de la purée. Donc, ça ne va pas forcément protéger des fausses routes d'avoir une alimentation mixée. Ça, c'est un premier élément à réfléchir. Ce que l'on voit aussi dans la littérature, ce qui a été bien décrit, c'est que épaissir les boissons peut être, notamment dans les défauts de sécurité, une adaptation que l'on peut mettre en place parce que finalement, si on épaissit, ben, ça va ralentir la vitesse d'écoulement des liquides. Mais c'est aussi un problème parce que si on les épaissit, notamment excessivement, ils vont être encore plus lents à passer et voire ça va entraîner des stases, notamment, comme je vous disais, ces patients qui ont des difficultés aussi à transporter le bol alimentaire. Donc finalement, d'épaissir et notamment excessivement les boissons va plutôt risquer des stases et des fausses routes secondaires, alors que c'était l'inverse qu'on essayait de faire. Et troisième élément également, c'est que beaucoup de patients ont des difficultés à suivre ces recommandations, alors pour différentes raisons, hein, des faibles satisfactions avec la texture et le goût, ça, je pense que ça vous paraît assez logique. Certains décrivent des difficultés accrues à avaler. Ça peut se retrouver aussi, notamment quand les choses sont trop épaisses. Finalement, ça met le patient en difficulté. Et puis des difficultés de préparation des repas. Vous imaginez bien que si du jour au lendemain, vous devez mixer, hacher tout ce que vous mangez ou aller épaissir les boissons, ça va vous rajouter beaucoup de travail, et notamment pour ces personnes qui sont âgées, qui sont malades et qui ont parfois des difficultés aussi à se préparer l'alimentation. Donc c'est aussi bien à évaluer de comment est-ce qu'on peut aider ces personnes-là. On parle de la prise en charge nutritionnelle, mais un petit mot aussi pour dire que ce n'est pas la seule prise en charge à effectuer pour ces patients. Parfois, il n'y a pas besoin d'adapter les repas. La stratégie peut être autre, hein, travailler sur l'environnement du repas. Est-ce que le patient a un environnement qui va être calme? Est-ce qu'il a besoin d'être aidé pour s'alimenter, d'une aide humaine ou d'une aide technique? Est-ce que sa position, en fait, dans laquelle il boit, au niveau de la tête, au niveau du tronc, elle est adéquate? Est-ce que ses couverts, ses verres peuvent être adaptés aussi pour faciliter la prise en bouche, pour faciliter l'autonomie? D'où l'importance aussi de travailler ces questions-là sur des avis ergothérapeutes et orthophonistes aussi pour peut-être sécuriser l'alimentation sans forcément passer par une modification d'alimentation.
Donc, on a parlé de l'alimentation, on dira quelques mots aussi sur l'hydratation. Parfois, il peut y avoir donc des dysphagies au liquide. Alors, on estime que ces troubles de la déglutition au liquide vont toucher entre 30 et 60% des patients. Donc, déjà, c'est pas tous les patients qui font des fausses routes au liquide. C'est en fait variable aussi selon les types de pathologies. Alors, comment choisir l'hydratation adaptée? En résonance de ce que je viens de vous dire, peut-être avant d'aller épaissir, posez-vous aussi la question de comment on fait pour boire le patient. Est-ce qu'on ne peut pas contrôler la quantité par gorgée pour limiter justement le volume, adapter la posture de la tête, ou parfois on se rend compte que le patient va avoir tendance à faire une hyperextension de tête qui va plutôt le mettre en difficulté ou en danger, qu'avoir une posture de tête droite ou légèrement inclinée peut être plus protectrice. Une adaptation aussi peut être de proposer des boissons stimulantes. Alors, donc ce sont des boissons qui sont gazeuses, qui sont aromatisées, qui sont fraîches. On voit aussi que ça va améliorer le réflexe de déglutition, mais dans certains cas. Donc, c'est pas une solution qui pourrait être efficace pour tous les patients, mais ça peut être quand même quelque chose qui permet de retarder l'épaississement des boissons et qui peut être plus facile pour le patient à prendre de cette façon-là. Donc, pensez aussi à ces boissons stimulantes. Et enfin, si les 3 premières solutions n'ont pas pu être suffisantes, c'est là qu'on va aussi réfléchir de peut-être modifier la viscosité des boissons, permettra de le ralentir, comme je vous disais tout à l'heure, pour avoir une moindre vitesse d'écoulement. Et donc ça se fait avec notamment des boissons avec des types épaississants en poudre, en fait, qui contiennent de l'amidon ou des gélifiants végétaux. Les conseils que je peux vous donner par rapport à ça, c'est plutôt d'avoir des poudres épaississantes amylase résistantes pour éviter en fait que ça se reliquéfie avec la salive. Ça, c'est des choses qu'on observe parfois. Ce sont des produits alors qui sont à la charge du patient dans bien des cas, mais maintenant vous avez 2 marques remboursées. Donc c'est quand même aussi important pour faciliter l'adhésion du patient à ce type de produit, de lui proposer aussi des marques qui sont remboursées en pharmacie. Et encore une fois, les poudres épaississantes, elles sont aussi à utiliser de façon assez réfléchie, de bien préciser quel type d'épaississement on doit avoir, puisque si c'est trop épais, ça va plutôt faire l'effet inverse par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc pour ce type d'épaississement, on va... hop là, excusez-moi, je crois que j'ai passé un petit peu trop vite les diapos. Je reviens en arrière, voilà, c'est bon. Pour l'alimentation, par rapport à la prise de liquide aussi, je vous conseille d'aller vous référer à l'ITSI, donc cette initiative internationale qui nous a permis de classer les aliments et les boissons avec différents niveaux. Ça va nous permettre d'une part de réfléchir de quelle est l'alimentation la plus adaptée et pourquoi, pour quel type de patient, et puis de dialoguer avec les mêmes termes entre la cuisine, entre l'orthophoniste, entre le diététicien, pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent dans la prise en charge du patient. Parfois, l'adaptation alimentaire va être plutôt sur des choses normales, en morceaux, etc., mais faciles à mastiquer. Donc ça, c'est ce qui correspond à l'ITSI 7. Alors, l'ITSI a proposé des outils vraiment très simples pour essayer de vous aider à qualifier et à vérifier les aliments qui correspondaient bien. C'est vous prenez une fourchette et vous le découpez. Donc, si ça se découpe facilement avec la fourchette, donc sans utiliser de couteau, on peut estimer que c'est facile à mastiquer. Ça, c'est pour des patients voilà, qui ont juste quelques problèmes de mastication, on va dire. L'ITSI 6 va être petits morceaux tendres. Donc, les petits morceaux tendres, en fait, correspondent à une taille de morceau qui va être réfléchie pour, si jamais le patient l'inhale, est-ce qu'il y a un risque qu'il s'étouffe ou pas. L'ITSI 6, c'est un morceau pour un adulte inférieur à 1,5 cm. Ça vous donne l'idée, c'est la taille d'un dé à peu près, pour dire que si jamais ce morceau est inhalé, il n'ira pas bloquer la trachée parce qu'elle a un diamètre supérieur. Donc la taille des morceaux est importante et aussi le fait qu'il soit assez écrasable. Donc par exemple, vous prenez une fourchette. Si vous arrivez à l'écraser facilement avec la fourchette, on considère que c'est suffisamment tendre. Ensuite, on passe à l'ITSI 5 qui est du hachis lubrifié. Donc ça, c'est un petit peu type hachis parmentier, on va dire. Donc ce sont des morceaux de toute petite taille, inférieurs à 4 mm chez l'adulte ou 2 mm chez l'enfant. Pour vous donner une idée là aussi, c'est ce qui correspond à peu près à l'espace entre les deux dents d'une fourchette. Lubrifier, c'est important aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit sec, que ce soit des choses assez onctueuses.
L'ITSI5, finalement, ressemblerait à le bol alimentaire une fois que nous, on a pris le temps de le mastiquer, de l'humecter de la salive. C'est à peu près l'équivalent de ce que l'on va envoyer après au niveau du transport du bol alimentaire. Et enfin, le 4, une purée lisse, hein, donc qui ressemble à une alimentation, comme on peut qualifier de mixée, épaisse, et une alimentation qui va être homogène, donc pas de morceaux. Et par exemple, l'épaisseur sera que si vous la prenez avec une fourchette, elle va tenir sur la fourchette, elle ne va pas aller s'égoutter. Pour autant, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse. Donc, si vous prenez une cuillère, vous retournez la cuillère, comme vous voyez sur l'illustration. Il faut que le bol alimentaire puisse tomber pour dire que ce n'est pas quelque chose qui est trop épais ou trop collant, parce que là, encore une fois, ça risquerait de majorer des stages chez le patient. Donc, ça, c'est un descriptif qui peut aussi nous permettre à réfléchir un peu notre prestation alimentaire. Donc, on a vu les aliments et les boissons. On voit maintenant les compléments nutritionnels oraux. Je vais garder des choses qui vont être spécifiques par rapport aux troubles de la déglutition. Euh, Vous avez bien sûr le choix des compléments alimentaires qui est assez important. On le réfléchit selon l'apport nutritionnel qui est nécessaire pour le patient. Donc ça, c'est l'intérêt d'évaluer les apports alimentaires, les besoins nutritionnels, donc avec le travail du diététicien. Quel est le volume le plus adéquat? Est-ce qu'on part sur quelque chose d'assez standard comme 200 grammes, 200 millilitres? Est-ce qu'on va plutôt privilégier des petits formats pour certains patients qui ont de très faible appétit, type 125? Ou on peut aller sur des formats plus gros, 300 millilitres, pour des gens qui finalement n'ont pas forcément de problème d'appétit et qui peuvent facilement prendre des grosses quantités. Le type de produit aussi, selon les appréhensions ou les goûts du patient, si ce sont des boissons ou des desserts, si c'est du lacté ou du fruité. Voilà, ça c'est important aussi pour favoriser la compliance. Et ce qui est spécifique par rapport aux troubles de la déglutition, c'est de réfléchir à la viscosité. Je vous donne une descriptif d'après aussi ce que l'on voit dans la littérature. Vous avez une viscosité qui est variable en fait quand on parle des compléments hein, d'une boisson ou d'un produit à l'autre. Typiquement, la boisson fruitée correspondra plutôt à un ITSI 0, les boissons lactées à un ITSI 1, au moins 1. Quand ce sont des formules lactées concentrées, donc elles sont plus denses en fait, on sera plutôt sur de l'ITSI 2. Vous avez aussi un produit ITSI 3 qui a justement été édité récemment, spécifique par rapport aux troubles de la déglutition. Donc, vous voyez l'image. Et enfin, les crèmes seront plutôt des ITSI 4. Alors, ce que je vous donne là, c'est pour vous donner un titre d'exemple. Donc, qu'est-ce que je vais choisir pour le patient? Essayez quand même de vous référer aux indications du fabricant, si l'ITSI est marqué sur le produit. Ou alors ça voudra dire qu'il faut le tester, notamment avec le test à la seringue, pour vérifier la vitesse d'écoulement et le bon niveau ici. Mais voilà, ça vous donne déjà un peu un ordre d'idée. Donc à réfléchir, qu'est-ce qu'a besoin le patient pour cette adaptation-là? Je vous donne là aussi une généralité dans notre pratique et puis dans ce que l'on voit dans la littérature. En cas de fausse route au liquide, c'est rare qu'il faille épaissir de façon excessive, c'est-à-dire que c'est rare qu'on aille vers de l'ITSI 4. Souvent, on est plutôt sur un épaississement qu'on va dire léger à modéré. Alors, avant que l'ITSI soit voilà, communiqué, on parlait plutôt d'épaississement type nectar ou type miel. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Ça correspond en gros à un ITSI 2, un ITSI 3. C'est plutôt vers ça, quand il y a des fausses routes liquides, encore une fois, qu'on va essayer de tendre pour le patient. Ce n'est pas obligé d'aller vers un ITSI 4 s'il y a des fausses routes au liquide. Et justement, cette étude, elle illustre assez bien, en fait, ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est on a posé la question à des professionnels de santé de ce qu'ils faisaient quand ils avaient une prise en charge nutritionnelle à faire d'un patient dysphagique et dénutri. On voit que la majorité déclarait avoir une alimentation enrichie et texturée. Ça, c'est le premier diagramme bâton. Donc ça correspond effectivement aux recommandations. Pourtant, ce que je vous mets à côté en texte, c'est que quand vous avez des études qui vont aller vérifier ce qui est fait pour les patients dans ce cas de figure-là, finalement, on va dire entre un quart et un tiers ont des supports nutritionnels adaptés pendant leur hospitalisation avec une alimentation enrichie en calories, en protéines. Ce qui peut probablement dire que finalement, on le sait, mais peut-être qu'on ne le fait pas, ou en tout cas, on n'a pas dépisté ces patients. Donc ça, c'est déjà une première problématique, c'est qu'en fait, tous ne bénéficient pas d'une prise en charge nutritionnelle. Ensuite, les attitudes des professionnels de santé étaient finalement beaucoup plus pour aller prescrire un complément nutritionnel type crème dessert, comme je vous disais, puis c'était 92%, et beaucoup moins à aller sur des compléments nutritionnels lactés sans épaississant ou des compléments nutritionnels qui étaient épaissis avec de la poudre.
Donc ça montre encore une fois cette idée de se dire plus c'est épais, mieux c'est. Alors que finalement, comme je vous disais à l'instant, finalement, avoir un produit un peu plus fluide sera peut-être plus facile pour le patient, d'une part. Et c'est vrai que c'est difficile aussi, on pourra reprendre s'il y a des questions là-dessus, c'est très difficile d'aller rajouter de la poudre épaississante dans un produit. Si vous avez déjà testé, c'est des choses qui sont un peu plus compliquées. Euh, pour pouvoir avancer sur les quelques minutes qui nous restent, on parlera sur la nutrition artificielle et ensuite je passerai à la conclusion et aux questions. La nutrition artificielle, alors vous connaissez bien cet arbre de la FNCM, je pense, si vous êtes dans la nutrition. Pour répondre juste au fait que les indications de nutrition artificielle sont généralement est-ce que le patient est dénutri ou pas, est-ce qu'il s'alimente assez ou pas. Ça, c'est toujours des éléments qui sont vrais. Mais dans les cas des troubles de la déglutition, il faut réfléchir à autre chose. Il faut aussi réfléchir à est-ce que le patient, même s'il est en capacité d'avaler, est-ce qu'il a des troubles de la déglutition qui sont trop sévères. Donc ça, réfléchissez aussi à ça, c'est finalement quelle est la sévérité du trouble de la déglutition en dehors de l'état nutritionnel et en dehors des apports alimentaires. Parfois, il faudra aussi le limiter volontairement par rapport à ça. Et donc, dans quel cas on va aller indiquer la nutrition artificielle pour ces patients. Donc, je vous ai remis, mais ce qu'on avait déjà dit, c'est avoir un soutien nutritionnel qui soit spécialisé selon son efficacité, selon sa sécurité de la déglutition. Éduquer aussi les patients sur les différentes options. Donc, ce qui revient sur le plan un peu opérationnel, s'il y a une nutrition artificielle, il faut en discuter assez tôt. C'est mon point de vue, mais c'est aussi voilà, ce qui a été donné dans les recommandations, notamment de l'ESPEN. On sait que certaines pathologies auront besoin à plus ou moins long terme de cette nutrition artificielle. C'est important de ne pas attendre le dernier moment pour l'évoquer, pour que le patient puisse aussi réfléchir et prendre sa décision, en tout cas quand il le peut. De privilégier la voie entérale parce qu'en général, le tube digestif, il est fonctionnel chez des gens qui ont des troubles de la déglutition. Donc, on sera plutôt en voie entérale tant que le tube digestif permet une absorption et une assimilation. Voir aussi la réflexion sur combien de temps le patient aura besoin. Souvent, les troubles de la déglutition, on part sur des choses qui peuvent être assez longues, donc envisager plutôt une nutrition avec une gastrostomie, par exemple. Que ce soit en complément de l'apport alimentaire par voie orale, c'est important aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer voie orale et voie entérale. On essaiera de maintenir dans la majeure partie du temps une alimentation orale. Sauf si, bien sûr, il y a une interdiction, parce qu'il y a une cicatrisation, parce qu'il y a trop de fausses routes. Mais pensez que ce patient, en fait, déglutir, c'est aussi s'entraîner. Dans tous les cas, il doit déglutir sa salive. Donc, essayez quand même de voilà, toujours garder cette prise alimentaire, même minime, pour essayer de toujours entraîner cette déglutition. Et juste un point de vigilance par rapport aux pneumopathies, c'est un risque que l'on retrouve chez des patients, mais notamment quand il y a des troubles de la déglutition. Ils ont des défauts de protection des voies aériennes. Le risque, c'est bien d'inhaler les aliments, mais aussi d'inhaler la nutrition entérale. Donc là, on va être très vigilant aussi sur le protocole, la façon dont le patient le prend, la vitesse. Ça va être adapté au cas par cas parce que tout dépend aussi de la pathologie et de l'état général du patient. Voilà, j'en ai fini là. Donc, en conclusion, avant de passer aux questions, je vous remettrai les éléments qui sont importants. Les troubles de déglutition, c'est fréquent et notamment associé à la dénutrition. Vous avez deux mécanismes qui sont faire avoir des stases, avoir des fausses routes qui vont avoir des impacts différents. Donc, voyons de quoi la problématique principale concerne les patients. Importance aussi à dépister précocement, à avoir une évaluation qui va être individualisée pour essayer de comprendre ce que c'est que ce trouble de la déglutition. Les solutions sont d'adapter les textures, sont aussi de travailler sur le repas dans son volume, de l'enrichir, des compléments nutritionnels oraux. Donc ça, c'est tout ça qui va être aussi à avoir. De privilégier la prise en charge pluridisciplinaire et de ne pas être seul pour aider ses patients. De le réévaluer régulièrement aussi pour voir si c'est toujours d'actualité ou pas. Et donc, toujours garder cet objectif final qui est triple, sécuriser l'alimentation, mais également avoir des apports suffisants. Et puis, pour ces patients-là, ne pas négliger le plaisir alimentaire et leur qualité de vie, qui sont aussi importantes dans leur contexte. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe maintenant la parole pour les questions. Super, ben merci beaucoup Gaël pour cette belle présentation qui était vraiment très intéressante et vraiment tu as vraiment mis l'accent sur l'évaluation individuelle et la prise en charge pluridisciplinaire. On a des premières questions que je vais partager. N'hésitez pas si vous en avez d'autres aussi à nous les partager sur le chat. On a pour y répondre.
La première question, elle concernait le repérage et le dépistage pour les patients. La question d'un diététicien, en tant que diététicien, peut-on pratiquer des tests de référence de diagnostic? Faut-il une formation spécifique? Mm. Alors, c'est une très très bonne question qui est souvent très souvent discutée. À ma connaissance, à ce stade, au niveau français, il n'y a pas de recommandation qui concerne qui doit éditer le dépistage. Je fais partie de la SF2D, Société française de déglutition et de dysphagie. Justement, on est en train de réfléchir sur cet axe-là. Probablement, alors pour m'inspirer de recommandations plus internationales, la réponse sera le dépistage peut être utilisé par un professionnel de santé à condition qu'il soit formé. Donc ça veut dire que d'une part, ça ouvre, mais qu'il faut quand même une formation pour appliquer ce test de dépistage de façon classique. Ça, c'est une première chose. Je ferai la différence aussi, qui c'est qui fait passer le test de dépistage et qui décide derrière de comment on doit adapter l'alimentation, parce qu'encore une fois, le test de dépistage, ça ne va pas dire grand-chose. Ça veut dire, je crois qu'il a des troubles de la déglutition, mais pas vous donner beaucoup plus d'indications. Donc, il y a qui fait, ça peut être un professionnel de santé qui est formé, mais encore une fois, il n'y a pas beaucoup de textes là-dessus. Et qui décide, ben, plutôt l'équipe pluriprofessionnelle. Pour kiffer aussi, je vous demanderai peut-être de réfléchir à dans quel contexte vous êtes. Par exemple, un service d'AVC avec des infirmières qui sont super spécialisées sur la prise en charge de l'AVC, ça peut être tout à fait son sens que ce soit l'infirmière qui prenne en charge ça. Une EHPAD où peut-être les infirmières vont bouger beaucoup plus et n'auront pas le temps de se former, ben, peut-être qu'il faut savoir ben, quel est le professionnel compétent qui va être le plus stable pour le faire. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas forcément un seul professionnel de santé qui soit identifié. Ça peut être l'ensemble qui applique ces tests de dépistage dans ce qui est voilà, discuté actuellement. Très bien. Et peut-être en complément, il y avait une question sur le ITEN. Est-ce que le ITEN peut être utilisé par un diététicien? Alors, le ITEM, il faut s'imaginer que c'est un questionnaire que l'on fait passer aux patients. Donc, voilà, qu'est-ce qui empêche? C'est un test de dépistage, effectivement, c'est quelque chose que l'on peut s'approprier en tant que professionnel de santé. Ok, très bien, merci Gaël. Une question sur les conseils diététiques, notamment sur les conseils nutritionnels, a été abordé le fractionnement des repas et c'était plus un commentaire d'une personne qui disait que c'était compliqué en établissement de santé d'un point de vue organisation et hygiène. Est-ce que tu Oui. aurais peut-être des conseils ou En fait, on voit vraiment au cas par cas ce qui est faisable pour les structures. On a tout à fait conscience qu'on ne peut pas forcément dédier un professionnel voilà, facilement pour introduire une prise alimentaire à une heure où il n'y avait pas l'habitude. Bon, on garde quand même l'idée que pour le patient, c'est plus facile. Ensuite, on le réfléchit, c'est est-ce que le patient, il mange tout seul dans sa chambre? Est-ce qu'il mange en salle à manger avec tous? Parfois, ça peut être les patients justement qui ont des troubles d'addiction, qui ont besoin de calme, de commencer un peu plus tôt, de faire l'entrée en premier, et puis ensuite de laisser rentrer le reste des résidents pour finir le repas avec eux. Donc eux, ça leur permet de commencer par l'entrée, de faire une petite pause, donc je vous dis un premier fractionnement, et puis d'enchaîner après le repas par la suite. Ça peut être une idée. Voir aussi si c'est un fractionnement qu'on essaye d'avoir en dehors des repas, ben, qu'est-ce qui est faisable, hein? Est-ce que c'est dans l'après-midi à 15 heures? Est-ce que c'est plutôt le soir? Parce qu'on sait que les repas, ils sont très tôt le soir et du coup, ben, le but, c'est pas de le faire manger toutes les heures non plus. Donc, c'est vraiment au cas par cas, c'est de la débrouille par rapport à ça. Mm. ok, très bien. Et dans les solutions par rapport aux poudres épaississantes qui ont été abordées, une personne demande quelles sont les poudres épaississantes qui sont remboursées en ville. Alors, que je ne me trompe pas, vous en avez deux. Donc, c'était celle qui est par bah, le laboratoire Nestlé aussi, les Seek and Clear, je pense que c'est ça le terme, et de Nutrisense, voilà, qui en fait qui a la même formulation. Je parle sous ton contrôle, Arnaud. Est-ce que tu peux voilà, me dire si c'est bien Oui, oui, cela? c'est bien, Ouais. effectivement, on a sur les poudres épaississantes à base de gomme de xanthane qui sont de remboursées. Donc, il y a Clean Seek and Clear avec différentes études sur l'efficacité, sur la sécurité des troubles de la déglutition par rapport au phosphate qui est remboursé. Et également, il y en a une deuxième, effectivement, de gel clear, effectivement, de Nutrisense qui est remboursée, tout à fait.
Et donc ça, on a été ravis pour ces patients-là qui, pendant longtemps, ont dû payer leur poudre. Donc, c'est une très bonne avancée pour eux que ça puisse être remboursé, au moins pour ces deux produits. Une autre question peut-être sur le test à la seringue qui a été abordé, Mm. notamment par rapport, je pense que c'était par rapport au CNO, par rapport au Oui, vaccin. alors effectivement, j'ai peut-être été un peu vite là-dessus. Pour tester la viscosité des boissons, alors je vous renvoie vers le site Etsy qui a énormément d'éléments pédagogiques en fait pour vous aider par rapport à ça, et aussi la chaîne YouTube de l'Etsy. Donc en fait, le système à la seringue, c'est vous prenez une petite seringue de 10 millilitres. Alors les références sont précisées sur le site Etsy, mais voilà, gardez en tête que c'est une seringue de 10 millilitres. Vous mettez la boisson dans la seringue que vous avez préalablement bouchée avec le doigt jusqu'à avoir ces 10 millilitres-là. Vous attendez, vous débouchez, vous attendez 10 secondes que le liquide s'écoule. Et en fait, plus il sera épais, moins vite il va s'écouler. Et donc, au bout de 10 secondes, on rebouche la seringue et ça nous permet de voir qu'est-ce qui reste dans la seringue. Vous avez donc les précisions par rapport à ça sur le site Etsy pour calculer la quantité et ce qu'il reste et à quel Etsy ça correspond. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des seringues Etsy toutes prêtes qui vous permettent de faire ce test-là pour vous directement avoir la réponse de est-ce que c'est un Etsy 0, 1, 2, 3. Donc, allez voir sur le site Etsy où ce sera beaucoup mieux expliqué peut-être et illustré de ce que je viens de vous dire. Et il y avait, dans le fil d'actualité des questions, il y avait une question aussi concernant les patients qui font des fausses routes silencieuses. Comment poser, comment est posé le diagnostic pour ces patients? Mm. Dans l'idéal, un diagnostic de certitude, c'est d'avoir les imageries parce que justement, ça, alors vous aviez peut-être vu dans les photos que je vous ai données, en fait, hein, ce sont des extraits d'images de vidéos. Voilà, ça, on le voit avec certitude lors des examens d'imagerie. Vous voyez, là, cette fausse route, ça trompe pas. Comme je disais aussi, on n'a pas forcément accès à ces imageries et donc il va falloir essayer de les supputer avec des bruits de la déglutition, avec aussi ben, est-ce qu'il y a des conséquences pulmonaires ou pas. Et ça, c'est toute l'importance aussi du travail de l'orthophoniste pour essayer de voir si la sécurité de la déglutition, elle est affectée ou pas. Très bien, je suis en train de regarder. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées et des commentaires aussi également donc, sur Clintrain et CNO épaissi. Effectivement, en tout cas, le Clintrain 62 kcal épaissi qui a été présenté effectivement est bien disponible en ville, en pharmacie. Le replay sera disponible également donc, pour répondre aux questions qui ont été demandées. Une autre question, Gaëlle, concernant donc, les patients donc, en l'absence d'évaluation spécifiquement si par exemple, le diagnostic n'a pas été posé. En cas de fausse route au liquide, quel épaississement serait le plus sécuritaire? Est-ce que ici 3, 2? C'est la question qui est posée. Mm. Donc, quand on n'est pas certaine de ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas forcément les possibilités d'imagerie, eh bien, on peut y aller à tâtons. C'est-à-dire que, encore une fois, c'était si on a suspecté que le patient faisait des fausses routes au liquide, ben, d'une part, voir s'il peut pas avaler avec plus de précaution, petite gorgée, posture de tête. Ça, c'est déjà vraiment la base à avoir par rapport à ça, parce que parfois, ça suffit de s'arrêter à ces deux précautions-là, s'il peut le faire. Proposer des boissons stimulantes, n'oubliez pas aussi cette possibilité-là, notamment dans les cas d'AVC, c'est quelque chose qui peut aussi suffire chez certains patients. Et alors, si ça ne suffit pas et qu'on va aller modifier la viscosité, ben, je vous dirais qu'on y va pas à pas aussi. Donc, on épaissit un peu. C'est pas la peine d'aller jusqu'au plus haut dans un premier temps. Donc, ce que l'on dit, c'est souvent légèrement épais. Est-ce que le légèrement épais, finalement, il y a toujours autant de signes, alors par exemple de toux, même si on n'est pas certain de ce que ça veut dire cette toux, eh bien, si ça n'a pas suffisamment marché, on peut aller vers du modérément épais et on voit est-ce qu'il y a toujours autant de toux ou pas. Et voilà. Donc ça peut être aussi, voilà, est-ce que les signes persistent toujours quand on a des adaptations. Mais de commencer plutôt bas, ça favorisera la compliance du patient, c'est-à-dire d'épaissir un petit peu, ça va être beaucoup plus facile quand même pour lui de continuer à boire dans cette chose-là que d'avoir quelque chose de très épais à ne consommer qu'à la cuillère.
Et encore une fois, quand on peut avoir un accompagnement avec un orthophoniste, une observation de repas par la suite, ça peut aussi beaucoup nous aider. Justement, il y a quand même plusieurs commentaires, plusieurs personnes qui partagent le fait qu'il n'y a pas forcément d'orthophoniste dans les services et Non. qu'effectivement, ça le diagnostic et la prise en charge pour les patients Ouais. dysphagiques. Oui. C'est un réel problème aussi, l'accès aux orthophonistes au domicile, dans les structures. Il y a aussi la possibilité de recourir aux kinés. Alors, malheureusement, les kinés peuvent réaliser des bilans de déglutition comme les orthophonistes, mais tous ne s'en sont pas, on va dire, voilà, accaparés de ce sujet-là. Il n'empêche que c'est quand même quelque chose que l'on peut faire quand on est kiné. Donc, peut-être qu'il peut aller se former, si vous avez aussi, parce que les kinés sont quand même un peu plus présents dans les institutions. Vous avez aussi des formations donc, de déglutition spécifiques. Vous avez des DU de déglutition. Ça, je vous encourage à le faire si c'est vraiment un sujet sur lequel vous voulez vous spécialiser. Il nous reste quelques minutes pour une ou deux questions dans la même thématique par rapport au choix des liquides sur les CNO. Faut-il éviter les CNO jus de fruits, donc qui sont X0, pour les patients qui s'hydratent en eau gazeuse? Pour lesquels ce sera Alors, les boissons, alors pas forcément, mais là encore, tout dépend du mécanisme. Alors déjà, s'il y a des fausses routes ou liquides ou pas, donc ça c'est une première chose, parce que s'il n'y a pas de fausses routes ou liquides, ils peuvent y aller. La boisson fruitée, elle a quand même un avantage, c'est qu'elle aussi, elle est stimulante. C'est un peu quand je vous disais des boissons stimulantes, je pensais aux eaux gazeuses, mais je pensais aux boissons fraîches et aux boissons fruitées. Donc, ça peut aussi être utilisé parfois chez certains patients. Et là, encore une fois, certains patients, l'eau gazeuse, les boissons fruitées passent aussi vite, hein. C'est pas une question de ralentir leur vitesse d'écoulement, c'est juste d'avoir une stimulation supplémentaire de la déglutition. Donc là aussi, on peut l'essayer et observer ce qui se passe quand le patient le prend. très bien. Et on peut prendre peut-être une dernière question qui demande en gériatrie pour des patients qui auraient des stases, la compatibilité entre sonde nasogastrique dans le cadre d'une alimentation mixte, donc orale et Mhm. entérale avec une sonde nasogastrique. On peut s'alimenter par voie orale avec une sonde nasogastrique. Cependant, quand un patient a déjà des troubles de la déglutition, il faut quand même s'imaginer que ça ne facilite pas la prise, hein, parce qu'il a quand même cette sonde nasogastrique en supplément. Il n'empêche que c'est quelque chose que l'on peut faire et il n'a pas, voilà, il n'a pas forcément l'incapacité à s'alimenter par voie orale. Les éléments un peu précis que je donnerais, c'est attention combien de temps la sonde nasogastrique reste en place et la charrière de la sonde nasogastrique. Plus la sonde nasogastrique va avoir une charrière élevée, hein, sur du 14, du 16, plus ça va gêner, plus ça va frotter aussi au niveau de la paroi postérieure du pharynx. Et la problématique, c'est que la sonde nasogastrique peut, si elle reste un peu plus longtemps que 15 jours, 3 semaines, peut aller créer des œdèmes. Et donc là, c'est finalement cet œdème qui va aller gêner la déglutition, parfois dans certains cas, ou même gêner la respiration. Donc c'est faisable, mais sur une durée plutôt courte. Si on voit que le patient va avoir des troubles de déglutition qui vont persister, peut-être réfléchir quand même à une gastrostomie qui serait plus facile pour lui, pour garder une voie orale, on va dire, agréable et plus efficace. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Gaël, pour Merci à toutes ces vous. réponses. Là, on arrive au terme de cette présentation, de ce webinaire. Merci à tous et à toutes de vous être connectés. La présentation sera disponible en replay. Vous recevrez un mail dans les prochains jours pour voir ou revoir cette présentation. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.